Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux pour que nous puissions vous parler de notre passion, donc l'enfant intérieur. Voilà, on va se présenter très rapidement pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Je suis Marie-France. Je suis Emmanuel. Nous sommes psychopraticiens d'inspiration jungienne, spécialistes de l'enfant intérieur. Nous avons créé il y a 29 ans la méthode Cœur d'enfant, qui est une méthode d'accompagnement de personnes aussi bien en groupe qu'en individuel à se réconcilier avec leur enfant intérieur. Nous sommes auteurs, nous sommes formateurs, nous animons 33 stages par an, tous sur l'enfant intérieur, dont de la formation professionnelle et de la supervision professionnelle. Nous sommes dans la lignée des travaux d'Alice Miller et de John Bradshaw. John Bradshaw, on peut dire que c'est le père de la notion d'enfant intérieur, et c'est lui qui a préfacé notre premier livre. Donc nous avons écrit 6 livres ou 7 livres, je ne sais plus, certains dans des grandes maisons d'édition, et certains sont publiés dans un certain nombre de langues. Voilà. Oui, il faut que je le dise, sinon on va me le demander à la fin de la séance. Nous sommes un couple. Si je ne le dis pas toujours, il y a des gens qui nous demandent. Nous nous sommes rencontrés il y a 30 ans et nous sommes mariés depuis 22 ans. Voilà, vous savez tout sur nous. Alors en introduction, j'aimerais vous citer Carl Jung. Carl Jung a écrit « En parlant de l'enfant, il devrait être question de l'enfant à l'intérieur de l'adulte. Cet enfant est vivant. Cet enfant est éternel. Il est en devenir constant, jamais accompli. Il a besoin de soins, d'une attention particulière et d'une éducation. C'est la partie humaine qui aimerait le plus développer son intégrité. » Ces paroles de Jung nous rappellent l'importance de libérer notre enfant intérieur pour éclairer vraiment notre vie. Quel que soit notre âge, cet enfant vit toujours en nous, dans toute son immédiateté et dans toute sa vivacité. Alors, comment éclairer cet enfant intérieur? C'est ce que nous allons vous inviter maintenant à expérimenter un petit peu et à mieux comprendre à travers 3 grands thèmes. Nous allons explorer les 3 aspects principaux du travail sur l'enfant intérieur, 3 aspects principaux qui permettent de comprendre comment la reconnexion, la réconciliation, la libération de cet enfant en nous va nous permettre de donner un nouveau sens à notre existence. On pourrait dire que la thérapie par l'enfant intérieur est existentielle. Elle interroge le sens même de notre existence. Elle interroge notre essence. Alors, le premier aspect, c'est que l'enfant intérieur est le germe de notre devenir. Mais comment l'enfant intérieur peut-il donner du sens à ton existence ? Je vais vous parler de moi, évidemment. Il y a 29 ans, j'étais comédienne professionnelle, ça marchait bien, j'avais des grands rôles, tout allait bien, j'étais mariée, j'avais un bel appartement, mais je sentais un vide en moi. Ça commençait à... J'avais plus de sens. Bon, je me disais, je sais pas, je sais pas. Et un jour, lors d'un rêve éveillé, j'ai eu une vision. Et je vais vous exposer cette vision telle que je l'ai vécue. J'étais une petite fille d'environ 7-8 ans dans la forêt. Une clairière au milieu d'une forêt. J'étais très bien habillée, alors que moi, qui étais la dernière de 8 enfants, ma mère ne me soignait pas vraiment. Donc j'avais une jolie robe bleue à smock, ceux qui ont mon âge voient ce que ça veut dire. J'avais des petites chaussures vernis noires et j'avais des jolies nattes. Et cette petite fille au milieu de la forêt, elle forçait l'admiration et le respect. Elle était comme ça, sans dire un mot. Et puis il y a plein d'animaux qui sont arrivés sur ma gauche. Il y avait un sanglier, il y avait une biche, il y avait un éléphant, toutes sortes d'animaux blessés. Et moi, sans dire un mot, la petite fille que j'étais, enlevais une flèche d'un, enlevais une épine de l'autre, mettais un baume et je les soignais. Et ils repartaient tous sur ma droite. Et plus j'en soignais, plus il y en a qui arrivaient. Alors je suis sortie de cette vision sidérée. Je me suis dit, ça doit être important, mais je ne comprends pas. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, moi j'adore les animaux. Hein. Les animaux, c'est comme mes frères et sœurs. Et puis je me suis dit, attends, animaux, frères et sœurs. Mais au début, je me suis dit, peut-être que je dois devenir vétérinaire. Ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est génial, vétérinaire. Oh non, je ne vais pas reprendre des études, j'ai déjà fait plein d'études. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, mais ça doit être les gens que je vais accompagner. Et voilà, cette vision a complètement changé ma vie. J'ai pris un chemin complètement différent qui m'a permis d'exprimer avec beaucoup plus de profondeur et d'authenticité qui je suis. Ça a donné un nouveau sens à ma vie, un sens qui m'anime toujours aujourd'hui, être le plus près possible
de la petite Marie-France et accompagner les autres à faire de même. C'est éteint. Non. Oui, ça, voilà. Faut plus bouger. Je le tripote. Alors, l'enfant suit un plan fondamental. Et ce plan fondamental, c'est de se réaliser. Se réaliser est la poussée la plus forte et la plus inévitable de l'être humain. C'est celle qui consiste à connecter en soi les forces créatives et vives qui nous animent de façon à mener une destinée, à mener notre vie. Pas forcément vers un but précis, car nous ne savons pas forcément où nous allons, mais en tout cas avec le sentiment de grandir de plus en plus. Ce mouvement qui consiste à se développer, à grandir, à croître, est une manifestation de l'enfant intérieur. Et c'est un élan vital et créatif qui nous anime tous, l'un et l'autre, les autres. Cet élan vital et créatif est une manifestation unique et spécifique selon chaque individu. Un enfant a besoin de croître. Et sans que nous le sachions parfois consciemment, nous avons été souvent entravés dans notre croissance. Pas forcément notre croissance physique, mais notre croissance émotionnelle, notre croissance affective, notre croissance spirituelle, qui étaient déjà des besoins essentiels et fondamentaux des enfants que nous étions tous. Et si nous pouvions assister au développement d'un enfant, c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors vous allez voir dans cette conférence, on est très gourmand. J'ai besoin de 6 personnes. 6 personnes qui vont nous rejoindre maintenant. Alors évidemment, pour les gens du fond, c'est raté. À moins que certains sachent voler. Mais sinon, on va prendre les personnes qui sont les plus proches. Super. Alors, vous allez vous installer ici. Allez-y. Voilà. C'est pour ça qu'il nous fallait de l'espace. Voilà. Mettez-vous bien au bout. Voilà, parfait. Voilà, allez-y. Rejoignez-nous. 3, voilà. 4, 5, 6, super. Voilà. Vous ne savez pas encore à quelle sauce vous allez être mijoté, tout ça. Enfin, c'est le développement d'un enfant, donc vous allez voir, c'est fun. C'est parti. C'est à toi, Alors, chérie. votre prénom? Géraldine. Voilà, nous allons commencer par le nourrisson Géraldine. Ah non, attends, excuse-moi, Marie-France. Oui. Mais il nous manque une personne. Ben oui, c'est pour ça que tu pars sur Géraldine. Ben oui. Ben oui. Il nous manque une personne. En fait, je me suis trompé. Il nous faut 7 personnes. Bon, on va peut-être garder Géraldine. Hein. Voilà, regardez Géraldine. Et puis une autre personne. Il nous faut. Alors, Géraldine, vous allez aller au bout du coup. Non, ici. Non, je commence ici, chérie. Non. J'écoute qui? Toujours le monsieur. Voilà. Voilà. Bon, alors c'est plus Géraldine. 1, Géraldine. 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Vous allez vous mettre ici. Et donc, nous avons ici Géraldine. Voilà. Donc, nous allons suivre Géraldine. Ouais, nous allons suivre le développement de Géraldine. Géraldine, vous êtes adulte là. Donc, c'est votre développement. Et il commence où? Il commence là-bas avec un adorable nourrisson. Regardez-le. Oh, c'est votre nourrisson Géraldine. Alors, le nourrisson, c'est du ventre de la mère à 18 mois. Si le nourrisson n'a pas été choyé, aimé, il va souvent ressentir de la méfiance vis-à-vis de l'autre. Désolé. Peut-être, chérie, faudrait-il d'abord que tu expliques. Voilà. Pas tant. Marie-France. Marie-France avance vite. Elle est Gémeaux, elle est très rapide. Du coup, elle vient de sauter une page entière de notre conférence. Mais ça n'est pas grave. Peut-être faudrait-il d'abord expliquer quelles sont les caractéristiques de ce nourrisson, les caractéristiques naturelles de ce nourrisson, avant de lui dire qu'il a foutu sa vie en l'air. Enfin, qu'on lui a foutu sa vie en l'air. Voilà. Donc, ce nourrisson, qui est-il? C'est animé le nourrisson de 18. Le nourrisson la gag, hein. Le nourrisson, il est animé par la confiance et l'espoir. D'accord? Et s'il n'a pas été choyé et aimé, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas avoir confiance dans les autres. Et là, vous êtes obligé de reculer. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas suivre la conférence. Du coup, on va improviser. On va le faire cool. Voilà. Le deuxième. Je crois qu'il a raison. C'est moi qui organise les conférences. Alors. C'est pour ça que je disais en rigolant, il faut suivre le monsieur.
Alors, on va tout faire en bloc. Marie-France a décidé de tout faire en bloc, mais en fait, elle... Non, on va reprendre bien Alors, comme il faut. désolé. Voilà, vous, C'est le un gag. petit- Non, non, oh, non, non, non. Allez, vous avancez. on va y Oui. arriver. On pose tout et on Suivez le recommence. monsieur. Mais le petit nourrisson est quand même animé par... Il est toujours animé par la confiance et l'espoir. et Le l'espoir. petit nourrisson. Voilà. Oui, Non, non, pour l'instant, vous êtes bien là. voilà. Tout va bien. Pour le moment, le développement de Géraldine se passe très bien. Donc, tout le va moment. bien pour nourrisson Géraldine. J'aimerais maintenant vous parler du bambin Géraldine. Le bambin Géraldine, c'est donc de 18 mois à 3 ans. Et ce bambin, lui, eh bien, on l'ignore souvent, mais il est déjà animé par l'autonomie. L'autonomie et la volonté. Nos enfants ont déjà les premières expressions de volonté et d'autonomie, qui consistent à commencer à se séparer de papa et maman, dès l'âge de 18 mois, entre 18 mois et 3 ans. Et on arrive à l'enfant préscolaire, qui lui, c'est environ entre 3 ans et 6 ans. Et lui, il est animé par l'intentionnalité et l'initiative. J'adore l'enfant scolaire qu'est Géraldine. Parce qu'un enfant scolaire, souvent nous avons eu des difficultés scolairement, mais un enfant scolaire, c'est quelqu'un de très curieux. Et il adore apprendre, il adore la compétence. L'enfant scolaire, toi tu es préscolaire, tout va bien. Heureusement que quelqu'un suit. Hein. Et l'enfant scolaire, lui, il est animé donc par la compétence et bien sûr l'acquisition de ses compétences et des connaissances. Il est curieux. Et lui, donc, c'est entre 6 et 12-13 ans. Et ensuite, nous avons l'adolescent, qui est entre 13 et 25 ans. Et lui, il est dans une construction identitaire et dans l'engagement. Il a besoin de s'engager. Voilà. Et nous avions une personne de trop. Mais c'est magnifique, figurez-vous que c'est un lapsus de notre part. Parce qu'en réalité, dans notre nouveau livre, nous parlons aussi de quelque chose d'essentiel. C'est l'être intra-utérin. Alors du coup, on va vous remettre quand même à votre place, parce que pour le coup, comme vous étiez dans le ventre de maman, vous avez dû en baver, Géraldine. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas simple, on fait des allers-retours. Hein. L'être intra-utérin. L'être intra-utérin, c'est important qu'on vous en parle. C'est l'expérience dans la vie du ventre de maman. Et en fait, cette expérience ne correspond pas à ce que on peut envisager en tant qu'adulte, parce qu'on imagine qu'on a un moi, et que ce moi, forcément, c'est ce qui nous permet de dire « je ». Mais un être intra-utérin n'est pas dans le « je », dans le « moi ». Il est dans la totalité de l'expérience qu'est la vie. Alors, en effet, voici Géraldine. Et Géraldine, eh bien, elle est le fruit d'une histoire avec toutes ses forces, mais aussi ses déséquilibres. Que se passe-t-il si ce développement est entravé par moments? Alors, si tout se passe bien au niveau du nourrisson, de l'être intra-utérin, pardon, eh bien, lorsque Géraldine sera adulte, si tout s'est bien passé, si elle a été vraiment pleinement accueillie dans le ventre de maman, elle ressentira naturellement une connexion à ce qui est vivant et vibrant dans sa vie. Elle sera toujours à la recherche d'être plus vivante et plus vibrante à chaque étape de sa vie. Nourrisson. Le nourrisson Géraldine, s'il n'a pas été assez aimé et choyé, il pourra souvent ressentir de la méfiance vis-à-vis d'autrui. Et c'est seulement... Voilà, bravo. C'était une répétition, en fin de compte. Super, c'était la répétition générale. Si le bambin Géraldine a été très bien accueilli, alors Géraldine, quand elle sera adulte, eh bien, aura une grande facilité à faire ses propres choix en fonction de ses besoins. Vous allez avancer. Voilà, si l'enfant préscolaire Géraldine, on l'a laissé prendre des initiatives et vivre son imaginaire, l'adulte Géraldine pourra vivre ses rêves. Nous voilà à la période scolaire, qui est souvent une période difficile et délicate. Mais si Géraldine, eh bien, à l'école, n'a pas été accompagnée avec bienveillance, si trop souvent on lui a fait remarquer qu'elle faisait des erreurs, que ce n'était pas bien, qu'il fallait faire mieux, que vous pourriez encore progresser beaucoup mieux. Regardez, j'ai mis plein de rouge sur votre copie. Non. Une fois adulte, Géraldine risque de vivre avec un sentiment d'infériorité plus ou moins intense. Et l'adolescente Géraldine, si l'adolescente, on l'a laissée vraiment vivre, explorer son identité, vivre comme elle l'a voulu, elle pourra avoir beaucoup de vitalité. Et voilà Géraldine. Adulte. Alors vous avez compris peut-être une chose grâce à cette petite visualisation, c'est qu'à chaque âge de notre vie, nous sommes fondamentalement un être sensible et vulnérable. Seulement des mots, des comportements, parfois des non-dits nous ont fait violence.
Et c'est la chronicité de ces comportements, de ces événements, ou parfois l'aspect traumatique de ces événements qui va blesser le vivant en nous. C'est ainsi que des parties du développement de Caroline ont pu être blessées. Et nous voulions vous montrer une seconde chose essentielle. Voilà ce que vous avez tous dans votre tête. Vous avez, sans même vous en rendre compte, une vision très linéaire de votre histoire. Et donc, on pourrait avoir l'impression, en regardant cela, que finalement, Caroline est le résultat... Géraldine, je vais y arriver. Géraldine est le résultat... Géraldine est le résultat de cette histoire. Mais en fait, ça n'est pas exactement la réalité. Cette vision, trop souvent encore présente dans les personnes qui travaillent soi-disant dans la psychologie, est une hérésie. Nous ne sommes pas déterminés. Nous ne devons pas aborder la psyché humaine de façon déterministe, comme si un événement avait créé. Voilà, j'ai eu un jumeau perdu dans le ventre, donc j'ai plein de problèmes. C'est une hérésie. D'accord ? Les choses sont beaucoup plus subtiles et complexes. Nous allons vous montrer à quoi ressemble en fait notre histoire. Notre histoire ne dépend pas de ce que nous avons vécu. Notre histoire dépend de la manière dont nous accueillons les parties enfantines en nous, et plus précisément les parties exilées. Voilà à quoi correspond la guérison de l'enfant intérieur, qui est un phénomène d'intégration des parts de soi. Je vais vous proposer Géraldine, de prendre toutes ces parties de vous, enfants, par les mains, de faire une ronde avec elles. Allez-y. Voilà, vous allez vous mettre en ronde. Voilà à quoi ressemble le travail sur l'enfant intérieur. Sortir du déterministe. Sortir de croire que vous êtes le résultat d'une histoire et que vous ne pouvez rien y faire. Ou qu'il faudrait comprendre quoi que ce soit pour pouvoir vous en sortir. Pas du tout. En fait, si Géraldine accepte d'entrer en connexion avec ses parents-enfants, surtout avec les parents-enfants qui ont été exilés, qui ont été maltraités, elle va pouvoir apprendre en étant accompagnée et à apporter de nouvelles réponses. Qu'est-ce que tu ressens, Géraldine? Plein de choses. Quelle est ton émotion? Il y a encore beaucoup de chemin. Mais tu vois, regarde, même ton nourrisson déjà, il est connecté à toi, il t'attend. Tu vois, tu pourras après la conférence mettre tes mains sur ton ventre et lui parler. Et lui dire tout simplement, je suis là, tout va bien. Je suis là, tout va bien. Regarde ton bambin, il est là aussi. Tous tes enfants se connectent à toi. D'accord? Prends conscience que cet exercice est une réalité qui commence déjà à s'ancrer en toi. Merci à vous tous. On peut les applaudir pour les remercier. Les Kleenex sont là. Hein? Alors, l'être humain est fondamentalement un être sensible et vulnérable. C'est l'une des choses que nous faisons le plus, la chose à laquelle nous faisons le plus référence avec Marie-France et que nous permettons à chacun d'expérimenter. Parce qu'on oublie trop souvent que nous sommes fondamentalement sensibles et vulnérables. Et je vous assure que vivre sa vie en étant sensible et vulnérable est une grande force. Parce qu'on va éviter toutes les situations ou les relations qui risquent en fait de nous blesser. Alors, la relation affective avec l'enfant est donc naturellement fondamentale. Pour l'enfant, donc, dont le développement cérébral n'est pas achevé, la relation intime et affective avec son parent est aussi vitale que les soins et la nourriture. Pour l'enfant d'avant 3 ans, ce qui est le plus important, c'est le regard du parent. Le toucher, le porter, le gazouillis, le fait de le regarder, de l'aimer, de lui sourire. C'est ça qui fait comprendre à l'enfant qu'il est aimé et choyé. Et toutes ces expériences positives, émotionnelles, vont s'engranger petit à petit au niveau de l'hémisphère droit. Et ça, c'est ça qui va favoriser les relations avec de l'empathie et de la bienveillance adulte. Alors, notre enfant intérieur, nous venons de le dire, était le germe de notre devenir. Le deuxième aspect existentiel du travail sur l'enfant intérieur, c'est que donc l'enfant intérieur est le cœur de notre humanité.
Et c'est pourquoi il est essentiel de se tourner vers l'enfant que nous avons été, de prendre son point de vue et de sentir qu'est-ce qu'il a vécu et qu'est-ce qu'il n'a pas vécu. Qu'est-ce qu'il avait besoin de vivre, qu'il a vécu de manière déficiente ou inconvenante pour lui, ou qu'est-ce qu'il n'a pas vécu alors qu'il en avait besoin. Pour cela, je vais vous parler maintenant de l'enfant exilé. Vous l'avez vu quand Géraldine a fait cette ronde, des parties d'elle, parce qu'elles avaient été blessées, se sont retirées d'une partie de son existence. Ce sont ce que nous appelons bien sûr les enfants blessés, mais la plupart du temps, ces enfants blessés sont exilés. Ils sont très très loin en nous, enfermés parfois dans des cachots, tout au fond là-bas, dans les souterrains de notre forteresse intérieure. Parfois enfermés dans une malle, tout là-haut, dans notre grenier poussiéreux. Pour vous parler de l'enfant exilé, je vais vous parler de mon histoire. Et pour vous parler de mon histoire, j'ai besoin de 3 personnes. Voilà, qui vont maintenant me rejoindre. Allez, André, c'est le moment. Hein? On a une petite histoire avec André depuis hier. Vous voulez un beau rôle, André, ou un rôle pourri? Dites-moi. D'accord, très bien. Alors, je vous assure que c'est un rôle sympa, mais il commence pas bien. Mais après, ça va être super. Je vous présente le jeune Emmanuel de 13 ans. Voilà. Si, il est jeune. Et maintenant, j'ai besoin de 2 personnes. Allez-y, qui veut venir? Ah, la voilà. Je vous présente ma mère. Sympa, tiens, voilà. Ah, le voilà. Je vous présente mon père. Voilà. Alors, je vous explique. Lorsque j'avais 13 ans, je vivais dans un climat familial très lourd. Ma mère venait d'avoir son 2e cancer. Elle en a eu un nombre incalculable. Elle a fini par en mourir. Et mon père était souvent absent. Et en plus, dans leur relation de couple, ça se passait mal. Il y avait beaucoup de tensions, mon père partait souvent, il ne la supportait pas. Et moi, à 13 ans, je vivais cette ambiance familiale de manière très très lourde. J'avançais comme ça, j'étais souvent triste. Triste et coupé de moi. Voilà. Et à la maison, c'était vraiment pas drôle. Surtout que ma mère, lorsqu'elle avait ses cancers, lorsqu'elle était malade, utilisait beaucoup le chantage affectif pour me menacer et pour me dire de l'aimer encore plus, de la soutenir encore plus. Mais franchement, c'était pas le rôle d'un enfant de 13 ans. Heureusement, il y a l'école. Moi, j'adore l'école. Et donc, à l'école, on allait faire des choses formidables. Ça me changeait un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand j'allais à l'école, j'adorais ça. Surtout une matière que certaines personnes de mon âge, je suis très vieux, vont se rappeler, c'est l'EMT. Est-ce que certains d'entre vous, levez le doigt, ceux qui aiment l'EMT? Ah oui, vive l'EMT! Ah non, t'aimais pas toi. Bon. Et alors, l'EMT, c'est l'éducation manuelle et technique. On faisait des trucs avec nos mains. C'était super fun. Et donc, me voilà en train de faire en EMT, jeune Emmanuel de 13 ans, j'entends le professeur d'EMT faire une proposition. Nous allons maintenant rentrer dans un nouveau travail. Nous allons élaborer un avion en balsa, qui est un bois exotique très léger, et en papier de soie. Quand j'ai entendu ça, je ne sais pas, quelque chose s'est libéré en moi, c'est une bouffée d'air. Et voilà que j'ai construit pas à pas cet avion. Et vous savez quoi? Je vous l'ai amené. Je vais le chercher. Et voilà. On est d'accord, c'est une représentation. Voilà. Et me voilà, une fois que l'avion a été terminé, rentré chez moi. Et je joue toute la journée avec cet avion et je sens une grande liberté, une grande respiration. C'est vraiment quelque chose s'éveille en moi. Et alors que je joue avec cet avion, je me souviens qu'en fait, plus jeune, j'étais comme ça. Vers l'âge de 7, 6, 7 ans, j'étais cet enfant libre, j'étais cet enfant joyeux, j'étais ce jeu que l'histoire de mes parents avait rendu finalement triste. Alors, d'un seul coup, j'ai senti à nouveau s'éveiller en moi le jeune Emmanuel de 6, 7 ans. Qui veut faire le jeune Emmanuel de 6, 7 ans? C'est un super rôle. D'accord. C'est un rôle pourri. Pas plus. Toi. Toi, je te sens bien là. Ah, voilà. Et alors que le jeune Emmanuel de 13 ans s'amuse librement, voilà que sort d'un long exil le jeune Emmanuel de 6-7 ans.
Et puis quand je suis rentrée dans ma chambre, j'étais vraiment ravie. Et j'ai pris une décision intérieure. Je me suis dit, c'est fini. L'histoire de mes parents, c'est mes parents. Moi, j'ai envie de faire une vie joyeuse, j'en ai marre de leur histoire, je lâche tout ça. Et j'étais tellement heureux, et puis cette journée m'avait épuisé. Et voilà qu'à un moment, j'avais déposé mon avion sur le lit, tranquillement, je faisais vaquer à plusieurs choses, et à un moment, dans un élan de lâcher prise, voilà que je me jette sur mon lit, sans me rappeler qu'il y avait mon avion que j'ai entièrement écrasé. À ce moment-là, je suis retombé dans mon état de tristesse et de lourdeur. Je venais d'apprendre à mes dépens que ma fidélité à mon système familial était beaucoup plus ancrée et importante qu'une partie de moi l'avait espéré. J'avais oublié cette histoire. Et puis, lorsque j'ai commencé ma première psychothérapie à l'âge de 18 ans, j'ai fait cette psychothérapie avec l'intention, on n'en parlait pas encore à l'époque, avec l'intention de retrouver ce jeune Emmanuel. Et puis, à l'âge de 20 ans, j'ai eu une vision. Mon enfant intérieur m'est apparu, et c'est lui qui m'est apparu. Il est venu me voir, et puis il m'a montré quelque chose. Il m'a montré que ce n'était pas la joie. Il m'a montré qu'il était enfermé, enserré dans un système douloureux. Et puis un autre enfant est apparu, celui-ci. Et celui-ci m'a tendu un avion. Et quand j'ai vu cet avion, j'ai ressenti une très grande émotion. Et je n'ai pas compris ce qui se passait quand cet enfant m'a tendu cet avion. À moi, qui le voyais. Et en réalité, d'un seul coup, tout s'est réveillé. Toute cette histoire s'est réveillée. J'ai ressenti à nouveau de la légèreté, de la joie, mais aussi beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse parce que je sentais à quel point j'étais rentré dans des schémas qui m'obligeaient à être ratatiné, à être en dessous de ce que j'avais envie de vivre, à être plus petit que ce que j'avais envie de vivre. Et donc, j'ai décidé de rapatrier en moi. Et j'ai demandé au petit Emmanuel de 13 ans de venir avec moi. Je lui ai dit, tu n'es pas obligé de rester là-bas. Ça n'est pas ta place. Et puis, j'ai été ravie aussi de retrouver le jeune Emmanuel de 6-7 ans. Alors, avec cet avion, tous les trois, on s'est enlacés. Voilà. Ces enfants méritaient vraiment que je les retrouve. Ils méritaient que je leur dise, je suis là maintenant. Je vais prendre soin de vous. Je vais m'occuper de vous. Merci. Merci. On peut les applaudir. Merci. Beaucoup de personnes pensent que c'est leur enfant intérieur qui leur gâche la vie adulte. C'est une hérésie. C'est un malentendu, encore beaucoup trop répandu, y compris malgré les psys. Quand nous avons compris que l'enfant intérieur était totalement différent de l'enfant adapté, notre travail a connu une révolution. L'enfant adapté et l'enfant intérieur ne sont pas de même nature psychique, ils sont différents. Pour bien comprendre cela, il faut bien nous rappeler que lorsque nous étions enfants, nous avons été obligés de nous adapter à des contraintes sociales, familiales, culturelles qui nous ont éloignés de nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous avons appris, tous plus ou moins, à nous trahir nous-mêmes. Et d'une certaine manière même à entrer en guerre contre nous-mêmes. Comment voulez-vous que notre monde soit pacifié si nous avons dès l'enfance appris à être en guerre contre nous-mêmes? Guerre que nous répétons bien sûr vers l'extérieur, dans nos relations avec les autres. Alors, pour bien comprendre comment sortir de cet enfant adapté et d'abord mieux comprendre son fonctionnement, eh bien j'ai besoin d'une personne qui va incarner Véronique. Véronique est une patiente, une personne que nous avons accompagnée durant plusieurs années en groupe. Qui veut faire Véronique? Pas toujours les mêmes, hein. Allez, Véronique, c'est super. Véronique, quand elle arrive nous voir, vous allez vous tourner vers le public, est une femme charmante. Et très rapidement, cette femme charmante, en fait, nous explique qu'elle est en grande difficulté dans sa vie, que toute sa vie s'est arrêtée net.
le jour où elle a fait un burn-out. Et c'est ce burn-out qui l'a mis face à un mur, qui l'a encouragée à se dire que c'était peut-être important de voir cet enfant qui était en elle. Elle avait vraiment le sentiment d'avoir voulu toujours foncer le plus vite et le plus loin possible pour fuir cette histoire qui était derrière elle, l'histoire de son enfance. Et en fait, dans son enfance, eh bien, Véronique avait vécu d'énormes carences affectives. Ses parents ne l'ont jamais ou très peu nourrie affectivement. Ils avaient tellement d'exigences à son égard. Elle répétait sans cesse, elle se répétait sans cesse, encore elle-même, des phrases qu'elle avait entendues enfant, du genre « Véronique, tu peux beaucoup mieux faire. Nous attendons beaucoup de toi. Véronique, n'oublie pas, nous attendons un 21 sur 20. Pas moins. Non, attends. Hein. Et toutes ces paroles, eh bien, faisaient que voilà, elle était devenue une femme tellement, tellement ambitieuse. J'ai besoin de représenter maintenant les différentes facettes de ce moi adapté que Caroline, pardon, je vais y arriver, que Véronique a eu besoin de créer. Et la première partie d'elle adaptée qu'elle a créée, c'est la femme ambitieuse. Je suis sûr qu'il y a des femmes ambitieuses ici. Qui veut faire la femme ambitieuse? Oh. Non, ça vous a pas... Ah oui, c'est vrai que vous êtes ambitieuse. Allez-y. Ouais, très bien. Alors, je vais vous placer vers Marie-France. Voilà. Et la femme ambitieuse, vous allez... Alors, je vais laisser vous guider. Voilà, vous allez vous mettre comme ceci. Voilà, très bien. Alors, la femme ambitieuse, eh bien, c'est le fait que Véronique était devenue une directrice financière dans une très grande société. Et vous savez quoi? C'était la première femme à obtenir ce poste. Seulement, quand on regardait Véronique dans les yeux, cette Véronique directrice, on voyait un profond manque de reconnaissance. Véronique était aussi devenue une femme d'une grande séduction. Il me faut une séductrice. Une séductrice, par-ci, par-là, une séductrice. Ouh, vous baissez les yeux, vous. Ah, je vous sens baisser. Ah si, vous allez éveiller la séductrice en vous. Allez, venez. Oh, vous allez voir la séductrice, elle est costaud. Alors, vous allez vous placer devant Véronique. Oh, histoire vraie. Cette femme était d'une grande séduction. Elle utilisait tous ses atouts possibles. Elle avait financé dans son appartement un espace spécial pour mettre ses 50aines de paires de chaussures. Elle avait poussé la séduction en faisant du lap dance. Vous savez, la danse autour d'une... Elle était devenue experte. C'est vrai, c'est vrai. Seulement, quand on se plongeait dans les yeux de Véronique, séductrice, on voyait un profond manque d'amour. Et puis ensuite, eh bien, Véronique était aussi devenue quelqu'un de très, très perfectionniste. Bon, il n'y a personne qui est perfectionniste ici. Hein, c'est pas un truc courant, bizarre, non. Voilà. Tiens, bah, c'est vous. Hein. Ah oui, allez. Comme on a bafouillé en début de conférence, il faut gagner du temps. Donc je désigne. Et voilà, Véronique, perfectionniste. Seulement voilà, Véronique avait été éduquée dans une telle exigence qu'elle ne comprenait pas que les autres ne se plient pas à la même exigence. Donc non seulement Véronique était perfectionniste, mais elle était extrêmement autoritaire. Et elle imposait à toutes les personnes qui travaillaient sous ses ordres une exigence douloureuse et violente. Seulement quand on se plongeait dans les yeux de Véronique, perfectionniste, eh bien, on sentait un profond manque de douceur et de légèreté. Comment vous vous sentez, Véronique, cernée par vos moi adaptés? C'est compliqué. C'est compliqué de vivre en étant ce que l'on n'est pas. En étant juste une réaction et une construction pour faire plaisir à des injonctions, à des croyances, à des représentations qui nous ont été imposées. Mais Véronique a découvert, avec le travail sur l'enfant intérieur, que derrière chacun de ces 3 enfants adaptés, il y avait une enfant blessée, dont les mots et la souffrance n'avaient jamais été entendus, reconnus, validés. Derrière sa recherche insatiable de reconnaissance, il y avait une petite fille sensible qui n'avait jamais été entendue en tant que personne, ni vue en tant que personne, et qui n'avait jamais pu être elle-même. Derrière l'insatiable recherche d'amour, de séduction, il y avait une petite fille affectueuse,
qui n'avait jamais entendu les mots « je t'aime », qui avait été élevé dans le devoir, qui n'avait jamais pu montrer ni son amour, ni sa tendresse. Et derrière, la recherche insatiable de perfection. Il y avait une petite fille triste, qui n'avait jamais pu être elle-même, avec ses forces, ses fragilités. Elle n'avait pas jamais pu vivre sereinement. En tant qu'adulte, c'est notre enfant adapté qui nous fait souffrir, et surtout pas l'enfant intérieur. Et bien sûr, la seule façon de pouvoir nous retrouver nous-mêmes, c'est d'embrasser nos parties exilées. La seule façon. Je vous propose de prendre vos 3 parties exilées dans les bras, d'embrasser ces parties. C'est les bisous croisés. Merci, on peut les applaudir. Voilà, ce sont les attentes illusoires de l'enfant adapté qui nous font souffrir. Alors, la libération de l'enfant demande beaucoup de courage et d'audace. Et c'est ton corps, aujourd'hui, une démarche transgressive. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a encore que trop peu de démarches psychologiques qui ont enfin intégré l'idée qu'il faut, pour guérir notre être, aborder notre histoire depuis le point de vue de l'enfant que nous étions. Pas avec l'adulte que nous sommes, pas avec nos constructions, mais bien avec ce vécu enfantin. Alors vous allez me dire, mais on n'est plus des enfants, comment faire ? Eh bien, ce que l'on a découvert avec Marie-France, c'est que la vérité de votre enfant intérieur, cette vérité subjective, émotionnelle, sensitive, imaginative, vit à l'intérieur de votre corps. Lorsqu'on entre dans un travail psychocorporel et qu'on accepte finalement de lâcher prise avec nos constructions, peu à peu, notre enfant se révèle à nous-mêmes. C'est notre corps qui nous parle, c'est notre corps qui nous dit ce que nous ressentons. C'est parfois difficile pour nous en tant qu'adultes de valider ce ressenti, parce que nous avons cru que nous pourrions grandir et guérir avec notre raison, avec notre compréhension, avec l'analyse. Or, on sait aujourd'hui que tout cela ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas cette connexion essentielle avec notre être sensible et vulnérable. Mais le chemin n'est pas facile. C'est comme voyager sur une petite barque légère à travers l'océan et traverser les tempêtes que sont les sentiments toxiques de honte, de culpabilité, de sentiment, d'impuissance. C'est se retrouver dans le vide et ressentir à nouveau une partie de notre chaos, de notre vécu enfantin. Mais ce voyage est essentiel. C'est le retour vers soi, indispensable. Ça vous demande beaucoup de courage, mais je vous assure, vous allez en retirer les plus grands bienfaits. J'aimerais témoigner à propos de André, André qui s'est assoupi. Coucou André. André, vous m'autorisez André à dire quelques mots sur vous, c'est gentil. André hier était très en colère. Très très en colère, hein, c'est vrai. Furieux contre moi. Parce que dès le début du conférence, j'ai proposé à des personnes comme aujourd'hui de pouvoir participer. Et en fait, le moi enfant d'André, une partie de l'enfant André voulait absolument participer et participer à quelque chose qui allait l'aider, le soutenir. Seulement voilà, ça n'est pas arrivé. Et puis quand c'est arrivé qu'il a pu participer à quelque chose, ça n'a pas correspondu à ce qu'il attendait. Il n'a pas reçu ce qu'il espérait. C'est notre enfant adapté sans cesse qui veut obtenir exactement ce qu'il attend des personnes. Et en fait, parce qu'il ne les a pas obtenus lorsqu'il était enfant. Mais vous savez quoi ? André a eu un courage énorme. Et si je souligne ce courage, c'est parce que nous l'avons tous en nous, mais que nous devons accepter de faire ce pas courageux. Parce que parfois, nous ne le faisons pas assez. Il est venu me voir. Il est revenu. Bon, c'est vrai que sa compagne l'a un peu aidé. Mais bon, hein, un peu beaucoup. Mais bon. Mais il a eu le courage de venir et de s'expliquer, de dire « Moi, je n'étais pas bien, j'étais en colère. » Et il a pu être entendu, légitimé. C'est ce courage-là qui est fondamental pour le travail sur l'enfant intérieur. Ce qui nous amène maintenant à la dernière partie, le troisième aspect existentiel du travail sur l'enfant intérieur, c'est que l'enfant intérieur est notre essence spirituelle. La plaie sans doute la plus profonde, c'est Alice Miller qui le rappelait, c'est de ne pas avoir été aimé tel qu'on était. Ça ne peut pas guérir sans travail de deuil. L'amour que nous n'avons pas eu ne nous attend pas. Il est passé et c'est terminé. Alors la seule façon de nous guérir, c'est vraiment de s'occuper de nous. Nous pouvons attendre cet amour désespérément de nos parents ou de substituts parentaux, en vain.
Je vais vous parler de moi maintenant. Il y a 23 ans, pratiquement maintenant, ma mère était en fin de vie. Et j'ai choisi de l'accompagner. Ou plutôt, non. J'avais une mission psychogénéalogique qui s'est imposée à moi. Je l'accompagnais, je lui tenais la main, j'étais parfaite. Et puis, heureusement, à ce moment-là, j'étais accompagnée par le docteur Mignot, qui était président de l'association Elisabeth Kubler-Ross France, qui m'a accompagnée avant, qui m'a dit « Attention, peut-être que tu en fais trop, peut-être... » Moi, je n'entendais pas, il fallait que je sauve ma mère. Ma mère est morte et très peu de temps après, j'ai eu des acouphènes insupportables. Je travaillais avec le docteur et je me disais « Mais c'est comme des cris, c'est comme des hurlements que j'entends. » Mais je me suis dit « C'est la petite Marie-France en moi qui réclame à sa mère parce que je n'avais pas entendu les mots « je t'aime » qu'elle était incapable de prononcer. » Mais les acouphènes n'ont pas cessé. Alors je me suis dit c'était l'enfant adapté. Et puis j'ai compris tout d'un coup que, en fin de compte, ces cris, ces hurlements de souffrance, c'était de la colère contre moi. De la colère contre la grande qui avait tant donné à sa mère. Et j'entendais, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à entendre « Et moi, j'ai rien, tu t'occupes pas de moi. » Alors j'ai commencé à écouter la souffrance de ma petite. J'ai commencé à prendre soin d'elle. Et les acouphènes ont disparu. Mais le tout, j'ai vécu un enfer pendant 1 an. Et le deuil dont nous vous parlons, ce n'est pas uniquement le deuil de l'amour que nous n'avons pas reçu. Il s'agit aussi de faire le deuil de la fonction de parent. Vos parents ne sont plus vos parents. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes adulte. Parent est une fonction, c'est-à-dire qui permet d'accompagner un enfant. Lorsque nous sommes adultes, nos parents ne sont plus nos parents. Ils n'ont plus à remplir de fonction parentale. Si vous acceptez d'avoir encore une relation avec vos parents dans un cadre de fonction parentale, ça veut dire que vous êtes réduit toujours à un éternel enfant adapté. Être adulte, c'est un travail. Et ça peut prendre parfois toute une vie. Mais cela consiste véritablement à devenir son propre parent, le parent de son enfant intérieur. Et votre enfant intérieur ne veut pas de l'amour de son parent qu'il n'a pas eu. Il veut votre amour à vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes la meilleure personne et la seule personne pour pouvoir combler ce qui vous a manqué. Ce qui ne signifie pas que vous allez le faire seul. En créant cette connexion et ce lien de reparentage, on rencontre d'autres personnes qui nous soutiennent dans ce mouvement d'apprendre cette autonomie, d'être aimant vis-à-vis de soi. Une des sources du bonheur dépend vraiment de ce lien que nous entretenons avec nous-mêmes. Alors maintenant, nous allons vous parler de l'enfant créatif rapidement. Et pour vous parler de l'enfant créatif... Oui, nous oublions souvent que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle. Et l'enfant intérieur représente cette spiritualité, cette transcendance possible. L'enfant intérieur doué est libre et créatif. Il est joyeux, il est inventif. Il est tout le temps, il a plein d'idées, plein d'initiatives. Il est capable de métamorphose. Il est capable de plein de choses. Il ressent naturellement la joie, la tristesse, l'amour, la compassion. Il est tout simplement. Cet enfant doué et créatif en nous est un archétype, c'est une image centrale. Je vous parlais au tout début du germe de notre devenir. C'est comme si nous recontactions cet élan vital et créatif qui nous pousse à nous accomplir. Et cet enfant libre, doué et créatif en nous, j'ai trouvé une phrase du poète René Char qui, je trouve, est comme un appel de cet enfant en nous. Cette phrase qui dit « Hâte-toi, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion et de bienveillance. » Nous allons maintenant passer à une expérience. Êtes-vous prêt à rencontrer votre enfant intérieur ? Voilà, je vous propose de décroiser les jambes, de vous mettre droit comme vous le pouvez, décroiser les bras, de fermer les yeux et de respirer tranquillement, profondément. Voilà, tu inspires et tu expires. Tu as les yeux fermés, tu rentres en toi. Voilà, je vais très rapidement nommer les parties de ton corps pour que tu puisses les détendre. Tu détends tes pieds, tes jambes, tes genoux, tes cuisses, ton ventre, ton estomac, toutes tes parties internes. Tu as les yeux fermés, ta poitrine. Puis tu détends ta gorge. Tu ouvres légèrement ta mâchoire pour la détendre encore un peu plus. Ta bouche est détendue. Tu détends tes joues, ton nez, tes yeux,
Voilà, tu détends bien tes yeux. Puis tu détends ton front et enfin ton cuir chevelu. Et maintenant, tu détends tes mains, les paumes de tes mains, les doigts de tes mains, tes poignets, avant-bras, coudes, bras. Voilà. Tu imagines ta colonne vertébrale parfaitement détendue, calme, tranquille. Tu as ta tête bien dans le prolongement de la colonne, tu es axé, centré. Et tu continues à respirer profondément. Voilà. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu visualiseras, tu imagineras, tu verras, tu seras sur une plage que tu aimes. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu visualises une plage. 1, 2, 3. Regarde tes pieds. Ils sont nus. Ils s'enfoncent dans le sable. Un sable si doux, si tendre. Tu es dans une tenue blanche confortable et tu ressens la sensation de tes vêtements qui caressent ton corps. Comment est-ce autour de toi? Comment est l'eau? Comment est le sable? Est-ce qu'il y a du sable, des galets, des rochers, un lagon, une cascade? Il y a tout ce que tu veux. Et les oiseaux, de magnifiques oiseaux qui font un balai rien que pour toi. Regarde, dans l'eau plus loin, il y a un banc de dauphins magnifiques, des grands, des petits, des jeunes, des vieux. Appelle-les avec ton cœur. Immédiatement, il y a un tout petit qui s'approche. Entre dans l'eau pour aller à sa rencontre. Et même si tu avais peur de l'eau, là c'est différent. Voilà, l'eau est juste la chaleur que tu aimes. Bébé dauphin est là devant toi. Regarde-le. Regarde ses yeux. Regarde avec ton cœur. Reconnais-le. Il est en train de se transformer en petit enfant. Est-ce un petit garçon ou une petite fille? Quel âge a-t-il? Comment sont ses yeux, ses cheveux? Regarde bien. Il est venu, ton petit, pour te dire quelque chose. Alors tu vas écouter avec les oreilles de ton cœur. Il va te dire ce que tu as à faire sur terre, ce que tu as à accomplir. Alors écoute, ressens, devine. Voilà. Tu le serres dans tes bras, tu le mets dans ton cœur, dans ton chakra du cœur. Et tu ressors de l'eau. Et là, tu t'allonges. Et tu prends de grandes respirations pour bien t'ancrer. Tu inspires profondément et tu expires profondément. Et je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, tu ouvriras les yeux. Tu seras tout à fait éveillé, réveillé en pleine forme et en parfaite santé. Totalement présent, présente, ici et maintenant, dans cette salle. 1, 2, 3, à 5, tu ouvriras les yeux. 4, 5. Tu as les yeux ouverts. Tu es tout à fait éveillé, réveillé en pleine forme et en parfaite santé. Totalement présent, présente, ici et maintenant, dans cette salle. Ouais. Si vous écoutez attentivement votre enfant intérieur, il vous murmure « Je suis toujours là. Je suis toujours là ». Alors il est temps de l'accueillir, De le serrer dans vos bras de prendre son parti. et de l'aimer en toutes circonstances. Comme le rappelait Alice Miller, si nous n'apprenons pas à rencontrer cet enfant qui est en nous et à prendre son parti, alors dans notre vie d'adulte, nous ne connaîtrons jamais vraiment le sens du mot « aimer ». Merci pour votre écoute et votre participation. Voilà, la conférence est terminée. Nous sommes ravis pour ceux qui désirent de vous accueillir sur notre stand L3. Tout de Voilà. suite, là, à droite. Vous pourrez découvrir notre oracle de l'enfant intérieur, tirer une carte si vous le désirez, et notre dernier livre, Rituel de l'enfant intérieur, qui est avec un CD de pratique. 4 pratiques merveilleuses pour aller prendre soin de son enfant intérieur, le rencontrer. Merci.